Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Et comme je viens d'y être invité, fort aimablement, je voudrais donc, en quelques mots, vous expliquer ce qu'il y a dans ce livre qui s'appelle effectivement « Lost in Management », qui est un titre d'ailleurs bien français, pourrait-on dire, puisque si vous voulez évaluer ce que peuvent être des différences culturelles entre le monde français et le monde anglo-saxon, ce livre, qui s'appelle en français « Lost in Management », a été publié en anglais sous le titre « Business for the 21st Century ». Donc, vous pouvez évaluer les différences culturelles qu'il peut y avoir. Alors, quel est le thème de ce livre sur lequel je voudrais essayer d'ailleurs d'attirer votre attention, ce qui peut être une occasion de prendre un peu de recul. Le thème de ce livre, c'est d'essayer de montrer à quels problèmes majeurs en matière de travail, très spécifiquement, se sont trouvés confrontés les entreprises depuis, moi j'estime, la rupture au premier choc pétrolier de 1974. Donc nous ne parlons pas d'événements qui soient des événements dans le court terme. Donc à quel type de problèmes se sont trouvés confrontés les entreprises? Quelle a été leur réponse? Pourquoi cette réponse ne marche pas bien? Et qu'est-ce que l'on peut observer dans les entreprises qui essaient de faire les choses un petit peu différemment? Voilà. Alors, à quel type de problèmes se sont trouvées confrontées les entreprises en matière de travail? Essentiellement à deux modes de désinvestissement du travail, et sans doute le désinvestissement du travail est-il une des caractéristiques les plus profondes de nos sociétés développées contemporaines. Et j'insiste sur le mot « développé ». Ce qu'il est absolument essentiel de comprendre, c'est d'où viennent ces phénomènes de désinvestissement du travail dont je parle. Car, comme j'ai coutume de le dire, on ne peut trouver des solutions qu'à des problèmes que l'on comprend. Ce qui s'est passé et de ce dans quoi nous vivons aujourd'hui, c'est un changement radical de la relation entre les entreprises et leurs salariés. Si vous y réfléchissez, dans la période que l'on a qualifiée, que l'on a appelée les 30 Glorieuses, cette période se trouvait caractérisée par une chose qui d'ailleurs fait sourire sur le fait qu'on l'ait appelée les 30 Glorieuses. Elle se trouvait caractérisée par la rareté des produits. Si vous y réfléchissez, dans cette période qui va de la fin de la Deuxième Guerre mondiale au choc pétrolier de 1974, la rareté concernait les produits, alors qu'aujourd'hui, je vais y revenir, la rareté concerne les clients. La question qui se trouve posée, vous voyez, je vais vous en donner une idée de ce que j'appelle la rareté pour que certains d'entre vous se rendent compte de ce que l'on veut dire. Voyez ce petit appareil ici que j'ai avec moi, non pas pour lire mes mails, mais pour voir le temps qui passe. Moi, je suis arrivé à Paris en 1967, en provenance du Sud-Ouest. En arrivant à Paris, j'ai demandé le téléphone. Les plus jeunes d'entre vous peuvent se poser la question, combien de temps m'a-t-il fallu pour obtenir le téléphone, qui était d'ailleurs donné non pas par une entreprise, mais par le ministère des Postes et Télécommunications. Alors souvent, quand je pose la question, on me dit « Ouais, il vous a fallu 2 mois, ouais, il vous a fallu 3 mois ». Non, il m'a fallu 2 ans pour obtenir le téléphone, essayez de réfléchir, et encore au bout d'1 an, m'a-t-on apporté l'appareil, sans ligne, mais enfin l'appareil que j'ai mis dans l'entrée de chez moi puisque c'était un site de reconnaissance sociale. Et ensuite, on m'a donné 1 an après une ligne. Aujourd'hui, quand vous regardez ces petits appareils, je ne sais pas s'il y a des opérateurs de téléphonie qui sont représentés dans cette salle, mais enfin, globalement, le temps tolérable entre le moment où vous avez acheté l'appareil, le moment où vous avez la puce et le moment où ça marche est à peu près de 5 à 10 minutes, quelque chose comme ça, qui est le temps sur lequel travaillent les opérateurs. Ce qui veut dire que nous sommes passés dans une situation dans laquelle il y avait un seul fournisseur, monopolistique, qui vous fournissait un produit qui était extrêmement rare, à une situation dans laquelle c'est le client qui est devenu rare et qui vous fournit des fournisseurs qui vont vous proposer des produits qu'un nombre relativement important d'entreprises sont capables de vous proposer. On voit donc qu'il y a fondamentalement une inversion de la rareté entre le produit, premier temps, et le client, d'autre temps.
Et donc, la question qui s'est trouvée posée aux entreprises juste après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'au choc pétrolier, était de dire, mais dans le fond, aujourd'hui, nous dominons notre client, comment allons-nous utiliser notre pouvoir? Donc, pour le formuler autrement et le mettre au passé, la question à laquelle nous avons à faire attention, c'est qu'est-ce que les entreprises ont fait de la situation de domination de leurs clients dans laquelle elles se sont trouvées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous pourriez me dire qu'elles l'ont d'abord utilisé, ce pouvoir, en pratiquant des prix qui étaient des prix élevés. C'est un fait, on ne peut pas le nier, mais ce n'est pas l'aspect qui m'intéresse. L'aspect qui m'intéresse consiste à dire ceci. Tant que les entreprises ont dominé leurs clients, ces entreprises ne se sont organisées qu'en prenant en compte leurs propres problèmes à elles. Et elles ont demandé à leurs clients qui n'avaient pas le choix d'accepter de faire face à des organisations qui étaient bien davantage construites pour protéger leurs membres qu'elles n'étaient construites pour servir leurs clients. C'est ce que les sociologues, qui ne redoutent jamais d'utiliser des jargons, appellent les organisations endogènes, c'est-à-dire totalement tournées vers elles-mêmes. Bien entendu, quand je parle d'organisation ici, j'emploie le mot au sens sociologique, je ne l'emploie pas au mot de structure. Au sens sociologique du terme, une organisation, c'est ce que font les gens, c'est la façon dont travaillent les gens. Donc, tant que cela a été possible, je le répète, tant que le producteur a dominé le client, ce producteur s'est organisé, c'est-à-dire n'a décidé de la façon de travailler les gens qu'en fonction de ses problèmes à lui et non pas en fonction des problèmes de ses clients, de son environnement, de tout ce que vous voulez. Un exemple caricatural d'organisation endogène que nous connaissons encore aujourd'hui, je m'excuse de le prendre parce qu'il est caricatural, mais en même temps, ça me permet de balayer devant ma porte, puisque c'est un monde dont je viens, serait par exemple l'éducation nationale. Vous voyez, si vous réfléchissez à l'éducation nationale autrement que d'après ce que l'on voit à longueur de journée dans les journaux, bien, l'éducation nationale est une organisation qui compte à peu près 900 000 enseignants, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que ces enseignants passent des concours difficiles. C'est-à-dire, c'est pas simple de passer le CAPES, certificat d'aptitude pédagogique, c'est encore moins simple de passer l'agrégation. Faire une thèse d'État, vous ne pouvez pas le faire en 2 jours. C'est des concours qui sont extrêmement difficiles. En même temps, ce sont tous des concours de qualification. C'est-à-dire, plus vous passez un concours élevé, plus vous êtes supposé être qualifié. Et donc, vous pouvez légitimement vous poser la question, pourquoi ces gens travaillent-ils de façon aussi acharnée pour accroître leur qualification? Quel est l'avantage qu'ils en tirent? Eh bien, ça n'est pas spécialement un avantage financier. L'avantage principal qu'ils en tirent, c'est plus ils sont qualifiés, moins ils enseignent. Dans une organisation dans laquelle l'attente du client, c'est-à-dire l'aspect exogène, c'est l'attente d'enseignement. Vous voyez, si je pouvais vous raconter le parcours du combattant de l'enseignement de base, que j'ai moi-même suivi, j'ai débuté ma carrière comme maître auxiliaire 2e catégorie, je m'en souviens comme si c'était hier, indice 248 de la fonction publique. J'avais 20 ans et on m'a envoyé en dessous de la cité Champagne à Argenteuil, pour ceux d'entre vous qui connaissent, et on m'a donné la 6e d'accueil, la 4e de rattrapage, la 3e de transition, et comme je n'étais qu'un auxiliaire, j'enseignais à l'époque 22 heures. Il y avait à côté de moi des capésiens, ils avaient le CAPES, c'est clair, le CAPES, certificat d'aptitude pédagogique, donc ils étaient aptes. Et puisqu'ils étaient aptes, ils n'enseignaient que 17 heures, ça allait de soi. Il y avait ensuite les agrégés, alors pas à Argenteuil, parce qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes, mais les agrégés, ils n'ont pas simplement passé un certificat, ils ont fait un stage pédagogique d'1 an, donc ils sont extrêmement qualifiés, et donc eux n'enseignaient plus que 14 heures, puisqu'ils étaient extrêmement qualifiés, et encore leur donnait-on le choix des classes. Alors vous allez me dire, puisqu'on leur donnait le choix des classes, c'est eux qui prenaient tout de suite la 6e de transition, la 4e de rattrapage et la 3e d'accueil. Pas du tout. Eux, ils prenaient les classes préparatoires aux grandes écoles. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que dans une classe préparatoire aux grandes écoles, entre le fournisseur qui est le prof et le client qui est l'élève, il y a un petit régulateur de la relation qui s'appelle le concours. C'est-à-dire que quand vous enseignez les maths en maths spé, les chères petites têtes blondes hésitent davantage à chahuter que quand vous enseignez l'histoire romaine dans la 3e de transition à Argenteuil, si vous comprenez ce que je veux dire. Et ensuite, vous atteignez le nirvana qui est la fac.
Pour moi, j'étais heureux en étant assistant. J'enseignais 8 heures. Maître assistant, je crois qu'il n'y en a plus d'ailleurs, vous enseignez 7 heures. Maître de conf, vous enseignez 3 heures. Et moi, j'ai terminé ma carrière dans l'université française comme professeur avec un équivalent temps plein d'1 heure par semaine. Et à l'issue de ce parcours du combattant, vous n'enseignez plus du tout. Et qu'est-ce qu'on dit à l'éducation nationale de quelqu'un qui n'enseigne plus? On dit « il a réussi ». C'est-à-dire que la réussite consiste essentiellement à s'être définitivement éloigné de ce qui est la logique même de ce qu'attend l'environnement. Vous voyez, ça c'est une organisation qui a un principe de fonctionnement qui est à l'opposé de l'attente de son environnement. Eh bien, j'ai cité l'éducation nationale pour n'agresser personne, puisque j'en viens, donc je balaie devant ma porte, mais il ne faut pas croire que l'endogénéité des organisations soit l'apanage du secteur public. Vous pourriez regarder dans bon nombre de secteurs de la partie marchande de l'économie, vous trouveriez la même chose. Ce qui veut dire, et c'est le point sur lequel je veux insister, tant que cela était possible, nous avons bâti des organisations extrêmement protectrices. C'est-à-dire, je répète ma définition, des façons de travailler extrêmement protectrices. Et alors, vous pourriez me dire, mais on a protégé les gens contre quoi, au fait? Alors, bien sûr, comme en France, nous sommes des obsédés de l'emploi, l'emploi en France, c'est ce qu'on appelle le chômage. Mais nous en sommes obsédés compte tenu du taux de chômage récurrent que nous avons chez nous. Mais quand je parle d'organisation protectrice, je ne parle pas de la protection de l'emploi. Je parle d'organisation qui, fondamentalement, protège contre les deux problèmes qui se posent à toute personne travaillant dans une entreprise, qui sont d'une part le client et d'autre part les autres, c'est-à-dire les collègues. Il n'y a que dans les business schools que l'on vous raconte que le client, c'est merveilleux. Le client, c'est un problème. D'ailleurs, si on pouvait arriver à faire de l'argent sans les clients, ce serait quand même la situation absolument idéale. Quand vous êtes dans une organisation traditionnelle, celle des 30 Glorieuses, c'est-à-dire grosso modo taylorienne, que moi j'appelle toujours dans mon jargon sociologique segmentée et séquentielle, vous ne subissez pas la pression du client. Vous voyez, pour vous raconter une petite anecdote, puisque nous sommes en fin d'après-midi, il se trouve dans ma vie professionnelle que j'ai enseigné 5 ans aux États-Unis et que j'enseignais en particulier au milieu du Middle West. Et souvent, je prenais le dernier avion d'Air France qui va à Chicago, et ensuite, il fallait que je prenne une connexion pour aller à Indianapolis. Et mon grand plaisir, il y avait 1 heure pour faire la connexion, il faut changer de terminal, il faut faire face à ces gens souriants que sont les American Immigration Officers, donc c'est pas simple. Et mon grand plaisir, c'était de demander à la chef de cabine d'Air France, « Madame, est-ce que vous croyez que j'aurai ma correspondance ?» Et avec un très joli sourire orienté client, elle me répondait toujours « Monsieur, notre personnel au sol est là pour vous aider. » Ce qui en bon français veut dire « Ta correspondance, je m'en fous. Une fois que tu as quitté l'avion, tu n'es plus mon client, donc tu te débrouilles, on va le dire comme ça. Tu l'as pas, ça n'est pas mon problème. » Donc vous voyez, c'est des organisations qui étaient extraordinairement protectrices face aux clients. Et d'un certain point de vue, on pouvait y vivre d'autant plus confortablement que le coût de ce confort était externalisé sur un client qui n'avait pas le choix. Et d'autre part, comme je le disais à l'instant, ces organisations nous protégeaient face aux autres. Alors ici, je voudrais dire un petit mot pour essayer de remettre les choses à l'endroit, puisque tout le monde les voit surtout à l'envers. Quand je dis que dans ces organisations, nous étions protégés face aux autres, ce que je veux dire, c'est que dans le travail segmenté et séquentiel, il y a une vertu fondamentale, c'est que nous n'avons pas à coopérer avec les autres. C'est-à-dire que chacun peut faire son boulot dans son silo sans avoir à coopérer, collaborer, utiliser le mot que vous voulez, avec les autres. Or, contrairement à ce que l'on passe son temps à nous dire, la coopération dans les organisations, c'est tout sauf naturel. La coopération, c'est tout sauf spontané. C'est quelque chose qui est humainement dur, extrêmement dur, pour une raison d'ailleurs qui est évidente, c'est que la coopération, c'est quelque chose qui vous met dans des situations de dépendance vis-à-vis des autres. Et voyez, on pourrait faire le test dans cette salle, si vous posez la question de savoir, si vous prenez n'importe quelle situation de travail normale,
aucune situation exceptionnelle, bien sûr, mais juste la vie quotidienne. Combien parmi vous aiment dépendre des autres ? Vous verriez le résultat. Il vous suffit d'imaginer le temps et l'énergie que chacun d'entre nous passe à éviter toute situation de dépendance, ce qui est un combat quotidien. Eh bien, dans le mode de fonctionnement segmenté et séquentiel, vous n'avez pas à coopérer avec les autres. Pour utiliser un mot positif, vous disposez d'une énorme autonomie dans le travail. Simplement, qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus pu, à un moment donné, fonctionner dans ce type d'organisation, c'est-à-dire dans ce type de façon de travailler. Car vous voyez bien ce qui s'est bâti autour de ce que je suis en train de décrire. Ce qui s'est bâti, c'est une espèce de deal implicite entre les entreprises et leurs salariés. L'entreprise a dit, n'a jamais dit, mais a fait vis-à-vis de ses salariés, elle a dit implicitement « je te protège ». Et encore une fois, ce n'est pas « je protège ton emploi », c'est « je te protège face aux clients et je te protège face aux autres ». Toi, en contrepartie, tu m'amènes ton dévouement, ta fidélité, ta motivation, ton engagement au travail. C'est ce que les sociologues appellent le deal loyauté-protection. Ça marche très bien. D'ailleurs, vous ne trouvez pas que c'est quelque chose de marrant que cette période dans laquelle le client n'a pas le choix, on ait appelé ça les 30 glorieuses ? C'est vous dire à quel point le client est un problème quand même. Hein. Vous voyez, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et donc, la question, c'est qu'on n'avait aucune raison majeure de sortir de ce type de travail, puisqu'encore une fois, il est extrêmement protecteur. Donc, vous voyez là, mais, ok, mais restons-en là quand même, hein, puisqu'on n'a pas spécialement vocation à aller travailler pour le faire dans la dureté, la violence, l'exigence, etc., etc. Le problème, c'est que ces organisations segmentées et séquentielles produisent des biens et des services à coût élevé et à qualité faible. C'est quelquefois ce que j'appelle, quand je parle de l'administration publique, le surcoût du service pauvre. C'est-à-dire que le bien ou le service n'est pas d'extrême qualité et en même temps, il vaut tout à fait extrêmement cher. Tant que le client n'a pas le choix, il accepte ça. Le jour où le client n'a pas le choix, il va vous dire « stop, je veux plus pour moins ». Ce qui est en apparence contradictoire, et excusez-moi de reciter l'administration publique, je ne le ferai pas trop souvent, mais il n'y a que dans l'administration publique aujourd'hui où l'on va vous répondre « si tu veux plus, ce sera plus ». Dans le secteur marchand, on ne peut pas répondre ça. Donc, pour résoudre cette quadrature du cercle, il faut que je propose mieux pour moi, il va falloir que je trouve une variable d'ajustement, comme on dit. Eh bien, la variable d'ajustement qu'ont trouvée les entreprises, c'est l'organisation du travail. Et donc, le passage de ces organisations en silos, tayloriennes, segmentées et séquentielles, à des organisations transversalisées, coopératives, par projet, utilisons le mot que l'on veut utiliser. Le problème, c'est que si effectivement ce nouveau type d'organisation donne de meilleurs résultats du point de vue de la performance économique, ça accroît brutalement la dureté du travail pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Et à nouveau, je vous en supplie, ne cédez pas au verbiage managérial qui tente à vous culpabiliser en vous disant que, par définition, la coopération, c'est quelque chose de super. Vous voyez, c'est pas vrai. La coopération n'est pas un comportement naturel. D'ailleurs, je voulais dire, s'il y en a parmi vous dans cette salle qui ont des difficultés à coopérer, ne vous inquiétez pas, vous ne souffrez d'aucune pathologie particulière, vous êtes simplement des gens normaux. Voilà. Donc, oui, mais c'est très important parce que ça veut dire que ce passage qui s'est effectué progressivement, et progressivement pourquoi ? Parce que l'arrivée d'une concurrence dure a concerné les différents secteurs de d'activité à des moments différents. Mais le passage d'un mode de fonctionnement à l'autre, d'un type d'organisation à l'autre, comme vous le voyez, rompt le deal entre l'entreprise et les salariés. C'est-à-dire, fondamentalement, l'entreprise dit à ses salariés « je ne peux plus te protéger comme je te protégeais avant ». Je romps ma partie du deal. Eh bien, qu'ont fait les salariés ? Ils ont rompu leur partie du deal. C'est-à-dire qu'on est passé de salariés, en particulier des cadres d'ailleurs, extraordinairement investis, fidèles, loyaux, à des cadres qui ont maintenant une conception instrumentale du travail. Qu'est-ce que j'appelle une conception instrumentale du travail ? Je vais vous en donner un exemple récent qui m'a frappé. Je visitais l'autre jour une fonderie
Donc la fonderie, c'est du travail hard, hein, les fonderies. Et je ne la citerai pas, bien entendu. Et le directeur de l'usine dans laquelle je faisais mes interviews me présente un jeune homme, 28 ans. Il me dit tout à fait brillant, ingénieur des arts et métiers, travail impeccable. Il me dit vraiment super sérieux. Et il me dit, voyez, pour lui, si je lui parle de vie professionnelle, c'est un oxymore, il me dit. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre ensemble les mots vie et professionnel, me dit-il. Voilà, et c'est effectivement une caractéristique de la situation actuelle, de ce que j'ai appelé tout à l'heure le désinvestissement du travail, qui ne concerne pas, comme on le croit, que les nouveaux entrants sur le marché du travail, qui progressivement concerne toutes les catégories, mais plus particulièrement les nouveaux entrants. D'ailleurs, quelquefois, quand je fais ce type de conférence, on me dit « Ah, mais qu'est-ce que vous pensez de la génération Y ?» Sous-entendu, la génération Y, alors elle considère le travail d'une façon, ou alors les naïfs me disent « Vous ne trouvez pas que la valeur travail s'est détériorée ?» Non, je trouve que le travail s'est détérioré. Hein, ce qui est tout à fait différent. Et comme le travail s'est détérioré, la valeur qui y est liée s'est détériorée elle aussi. Mais si vous prenez l'exemple de la génération Y, lui demander d'investir dans le travail, c'est assez curieux, parce que cette génération Y, ça fait 25 ans qu'elle voit deux choses. D'abord, elle voit que la normalité de la situation économique, c'est la crise. Quelquefois, on me pose la question, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer après la crise? Mais je dis laquelle? La crise, on est toujours en crise. Les gens qui sont dans cette salle et qui sont des trentenaires, vous avez connu autre chose que la crise? Vous avez connu la crise. La normalité de l'économie, c'est la crise. Et puis d'autre part, cette fameuse génération Y, elle a eu 25 ans pour voir papa et maman petit à petit souffrir au travail, pour voir si c'est des cadres de la région parisienne, papa et maman divorcés à 60%, rentrer et s'engueuler à cause du travail. Donc cette génération, elle sait parfaitement ce qu'elle a à attendre et pas à attendre du travail. Donc la question qui va se poser, la première partie de la question qui va se poser aux entreprises, c'est comment fait-on pour arriver à faire travailler comme on le souhaite une population dont la stratégie dominante, c'est le retrait du travail. Ça, c'est une vraie question. À cela, c'est ajouté un autre phénomène dont je vais simplement dire quelques mots parce que ça fait partie des indicibles de la société française, mais que j'ai développé dans l'hostile management parce que quand les gens lisent le livre, ils ne sont pas directement en face de moi pour m'engueuler. Ce sont tous les phénomènes que l'on trouve dans notre société et que j'appelle les phénomènes de sous-travail. Alors, c'est très difficile, dans une période comme celle-ci, de souffrance au travail, etc., de parler du sous-travail, parce que nous vivons avec l'idée dans la tête que le monde, il est soit blanc, soit noir. Alors, ce n'est pas vrai, il est à la fois blanc et noir. C'est-à-dire que dans nos organisations, nous avons à la fois des poches de surtravail, mais nous avons aussi beaucoup de poches de sous-travail. Alors, qu'est-ce que j'appelle le sous-travail sur lequel il n'existe aucune statistique? Globalement, ce que moi j'appelle le sous-travail, c'est quand le temps effectif de travail descend en dessous de 60% du temps théorique de travail. Par exemple, vous voyez, si vous prenez des travailleurs postés à 7h32, parce que globalement dans l'industrie, un poste en 3/8, c'est 7h32, vous ne pouvez pas espérer que quelqu'un va travailler 7h32, il y a les pauses, il y a les repas, etc. Mais dès lors que le travail tombe en dessous de 5h, 4h, vous êtes en situation de sous-travail. Le sous-travail a caractérisé non pas le secteur public, comme on le croit, ou comme on le disait avant, les chansonniers, non pas ça, mais il a caractérisé toutes les entreprises dans toute la période dans laquelle, pour elles, la productivité du travail n'était pas le problème majeur. J'ai utilisé dans l'hostile management une expression qui est « on a laissé filer le travail ». C'est-à-dire, tant que la productivité n'était pas essentielle, on a préféré s'acheter de la paix sociale en laissant filer le travail. D'ailleurs, vous avez un bon indicateur de sous-travail. Vous voyez, puisque les entreprises le mesurent, le sous-travail, mais ne le communiquent jamais. L'indicateur, le seul que j'ai trouvé, qui est un peu approximatif, mais qui est intéressant, c'est la proportion d'intérimaires. C'est-à-dire, plus il y a d'intérimaires dans une organisation et plus il y a de sous-travail dans cette organisation. Non pas que ce soit les intérimaires qui sont en situation de sous-travail, c'est l'inverse.
Mais comme dans toutes les sociétés, chaque fois que l'on veut avoir des privilégiés, il faut des exclus pour faire ce que les privilégiés ne font pas. Donc, quand on n'arrive pas bien et qu'on en a les moyens à faire travailler les titulaires, on demande aux intérimaires de faire le travail que les titulaires ne font pas. D'ailleurs, telle ou telle entreprise qui se trouve dans ce livre, mais que je ne citerai bien sûr pas, a fait les calculs de différentiel de productivité entre les titulaires et les auxiliaires qui va souvent de 1 à 2. Alors, encore une fois, ça marche très bien tant que la productivité du travail n'est pas le problème. Mais vous voyez à un moment donné, quand les deux phénomènes se sont rencontrés, ce qu'il a fallu faire. Il a fallu remettre ou essayer de remettre au travail à la fois des populations sur lesquelles on avait laissé se développer des pratiques qui posent problème aujourd'hui, et en même temps, il faut obtenir le travail que l'on souhaite d'une population qui est en situation de retrait par rapport à ça. C'est un pari difficile et dur auquel se sont trouvées confrontées les entreprises. Alors, la question, c'est comment y ont-elles répondu ? Si j'avais à le résumer par un mot, qui est un mot épouvantable, les entreprises ont horreur que j'utilise ce mot, mais néanmoins, je vais l'utiliser avec vous. Fondamentalement, les entreprises y ont répondu par la coercition. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'appelle la coercition ? Eh bien, ce que j'appelle la coercition, c'est le trio infernal, et j'utilise volontairement cette expression, que constituent les process, les indicateurs de performance et les systèmes de reporting. Alors, ici, il faut s'arrêter un petit moment. Pourquoi dis-je que c'est de la coercition ? Eh bien, parce que ce soit les process, les indicateurs de performance ou les systèmes de reporting, ils n'ont qu'un objectif, c'est d'enserrer le travail humain dans une série de techniques, on va dire ça comme ça, qui devraient permettre normalement d'en assurer le contrôle. Et le résultat que cela produit, c'est le résultat inverse. Ça produit la perte de contrôle. Alors, essayons de nous expliquer un petit peu là-dessus. Je ne suis pas en train de vous dire, à nouveau, il faut essayer d'éviter le blanc et le noir. Je ne suis pas en train de vous dire qu'une organisation peut fonctionner sans règles, sans process, sans procédure. Je vous rassure, il en faudra toujours. Du moins, je rassure ceux parmi vous qui en émettent, il en faudra toujours. Le problème, c'est, si on veut le formuler de façon soft, on va dire que c'est le problème du curseur, c'est-à-dire où va-t-on arrêter le curseur. Si on le formule de façon hard, on va dire que personne n'a réussi à arrêter le curseur. Et pourquoi personne n'est arrivé à arrêter le curseur ? C'est que tout simplement, tous ces process, ces indicateurs, ces systèmes de reporting sont émis par des parties différentes de l'organisation. Et aucun ne sait ce que les autres ont émis. Sauf que tout ça arrive en entonnoir sur les salariés eux-mêmes. Et ça donne des univers ingérables. D'ailleurs, je me plais toujours à répéter une chose que tout le monde comprend, que tout le monde sait, et dont personne ne tire jamais la moindre conséquence. Je voudrais donc rappeler ici qu'en français, la grève du zèle, ce qu'on appelle la grève du zèle, c'est le fait de gens qui cherchent simplement à appliquer toutes les règles qu'ils sont censés appliquer. Ça s'appelle la grève du zèle. Ce qui veut dire que quand on émet beaucoup de règles, on ne les émet pas pour résoudre des problèmes. Au contraire, on croise les doigts en espérant que les gens seront assez intelligents pour ne pas les appliquer, puisque dès lors qu'ils les appliquent, ça s'appelle la grève du zèle. Mais ça veut dire que la plupart de ces choses qui sont émises ne sont pas émises pour résoudre des problèmes, elles sont émises pour couvrir ceux qui les émettent. Ce qui n'est d'ailleurs pas un phénomène purement français, puisque nos amis anglo-saxons ont une expression beaucoup plus parlante pour décrire la grève du zèle. En anglais, on appelle ça « work to rule ». Vous voyez, what are you doing? I'm just working to rule. Je suis en grève. C'est-à-dire, j'applique vos process, donc je suis en grève. Alors, pourquoi c'est devenu incontrôlable? Bon, on va dire ça de façon un peu lapidaire. Si je me fixe sur les process, tous ces process sont devenus incontrôlables les uns par rapport aux autres. Ils se sont additionnés sans que personne ne soit capable de maîtriser l'effet général de tous ces process. D'ailleurs, heureusement qu'on les aimait, on les oublie, on les aimait, etc. Mais ça forme aujourd'hui dans nos entreprises une espèce d'agglomérat dont personne ne sait très bien ce qu'il contient. Que dire des indicateurs de performance ?
Ah, ça, c'est une chose tout à fait merveilleuse. L'autre jour, je travaillais avec un pétrolier américain, que nous ne citerons pas, mais qui est la plus grosse capitalisation boursière aux États-Unis. Et un cadre sup américain me disait « Vous avez raison dans ce que vous dites, M. Dupuis, parce que moi, j'ai 17 indicateurs de performance. » Je lui dis « De quoi tu te plains? Donc, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu ne te trouves pas assez libre, demande-en quelques-uns de plus. Et comme ça, tu seras vraiment libre de faire véritablement tout ce que tu veux. » C'est-à-dire que, encore une fois, cette multiplication rend l'univers auquel ça s'applique relativement incontrôlable. Et je ne veux rien dire sur les systèmes de reporting, sinon citer ces cadres d'une banque de la place parisienne, dont le seul travail est de faire du reporting, et qui me racontaient l'autre jour que dans leur reporting, ils mettaient des poèmes de Victor Hugo. Je leur ai posé la seule question qui valait, pourquoi Victor Hugo? Et ils m'ont répondu, parce que c'est les plus longs. Donc une fois que vous avez attaqué la légende des siècles, vous en avez pour un petit moment. Mais je leur ai dit, mais vous ne vous faites pas engueuler de mettre du Victor Hugo dans vos... Et ils ont dit, pourquoi on se fait engueuler? Puisque personne ne les lit jamais. Donc, voilà. Donc, alors, je vous fais sourire volontairement, je ne suis pas naïf, simplement parce qu'il est 18 heures. Ce que je voudrais vous dire, c'est la chose suivante. C'est cette espèce de déluge incontrôlé de moyens coercitifs dans lequel nous sommes. Finalement, il ne pose pas tant de problèmes que ça aux cadres en général. Parce que les cadres sont une population éduquée au sens qui a fait de l'apprentissage, n'est-ce pas? Je ne parle pas au sens de la bonne éducation. Et par conséquent, les cadres, après en avoir souffert, se débrouillent très bien avec cela. C'est-à-dire, ils savent très bien opposer un indicateur à l'autre, ils savent très bien opposer un process à l'autre, etc. Et donc, ils se sont réaménagés de formidables zones de liberté. C'est d'ailleurs pour ça que vous observerez que c'est toujours les cadres qui en demandent davantage. Par exemple, c'est toujours les cadres qui vont vous dire « il me faut une définition de fonction ». Alors, faire la définition de fonction, on va vous dire, elle n'est pas assez précise. Oula, donc vous la faites plus précise, et ils vont vous dire, attention, elle se chevauche avec une autre définition de fonction. Donc, vous allez toujours davantage préciser le truc, et après, il lui sera impossible de travailler suivant la définition de fonction. Donc, du coup, c'est vous qui dépendrez de lui, et pas lui qui dépendra de vous. Donc, c'est le modèle général. C'est vrai qu'on en sourit tous, mais au lieu de mettre l'organisation sous contrôle en ce qui concerne la population des cadres, ça leur ouvre des marges de liberté qui sont considérables, qui leur permet d'investir le travail comme ils le veulent, de faire le travail à peu près comme ils le veulent, sans avoir à subir de véritables phénomènes de contrôle, car on sait déjà depuis longtemps qu'on contrôle beaucoup plus dans le flou que dans la clarté. Mais là où ça pose problème, c'est pour ce que l'on appelle l'encadrement de proximité et les opérateurs eux-mêmes. Alors là, c'est un vrai problème. Je voudrais en dire un mot, parce que finalement, les organisations aujourd'hui ont un vocabulaire qui est exactement à l'opposé de leur pratique. Et aujourd'hui, la logorrhée managériale a une fonction de compensation des pratiques managériales. Vous voyez, par exemple, au moment où on développe tous les modes coercitifs, qui sont des modes de non-confiance, on dit qu'il faut mettre l'homme au centre. D'un certain point de vue, aujourd'hui, dans nos pays, le travail est un problème, il n'est pas une solution. Et plus il devient un problème, plus on cherche à s'en débarrasser, plus on dit l'homme est la seule valeur. Donc, OK. De la même façon qu'en désespoir de cause, pour faire travailler les gens, on dit ça, c'est le rôle de l'encadrement de proximité. Sauf que l'encadrement de proximité, comme on dit, il cherche à arrêter ce déluge. J'ai dans Lost in Management un certain nombre d'études qui sont merveilleuses là-dessus. L'encadrement de proximité cherche à arrêter le déluge des process, des indicateurs à son propre niveau. Ne pas le laisser aller jusqu'au niveau des opérateurs, non pas par grandeur d'âme, mais parce qu'un tout petit peu de sociologie vous apprend qu'avoir du pouvoir sur quelqu'un, c'est contrôler quelque chose sur ce quelqu'un. Si tout est décidé par des process, vous ne contrôlez plus rien sur les gens. Donc vous êtes mis dans cette situation épouvantable où on vous dit vous êtes les seuls qui pouvaient les faire travailler, mais en même temps vous ne contrôlez rien sur eux. C'est une situation extrêmement dure. Et donc cet encadrement de proximité cherche à arrêter tout ça à son niveau, mais ça le met dans une situation de pression qui n'est pas loin de générer des problèmes psychosociaux. Pour ne rien dire des opérateurs, à qui finalement on fait passer un double message. Le premier message est un message de non-confiance. La façon dont tu le faisais précédemment, ça ne va pas, tu vas le faire en suivant le process. Et à côté du message de non-confiance, c'est un message
d'inadaptation, c'est-à-dire avant je savais le faire par moi-même, maintenant je ne sais plus le faire avec le process ou les process, je suis devenu inadapté, etc., etc. Et là, ces choses-là sont à peu près graves dans la vie des entreprises. Alors, on en est là aujourd'hui. Peut-on dire que l'on est dans le mur ? J'ai été frappé d'une chose que je voudrais partager avec vous. J'ai présenté ce livre, je ne sais pas si vous connaissez cette organisation, à l'Institut de l'entreprise. L'Institut de l'entreprise, c'est une organisation des grands patrons français, etc. Et en présentant ce que je suis en train de vous dire devant ces grands patrons, de façon unanime, ils se sont exclamés et ils m'ont dit « Monsieur Dupuy, vous avez raison ». Je leur ai dit « Messieurs, je vous rappelle que c'est vous les patrons ». Et ils m'ont dit « Oui, mais on n'y peut rien ». Et voyez, quand je parle de perte de contrôle, c'est bien ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation où tout le monde, vous-même, je le suppose d'ailleurs, a plus ou moins conscience de ce que je suis en train de dire, mais personne ne sait comment on peut arrêter cette machine infernale. Voyez, regardez un exemple, j'essaie de vous toucher au plus profond. Regardez cet exemple fabuleux. Je vous dis directement, la grève du zèle, c'est quand les gens cherchent à appliquer toutes les règles. Vous le savez, ça n'empêchera personne demain matin d'en produire davantage. Donc, ce n'est pas un problème de bonne volonté individuelle. La question qui se trouve posée aux entreprises aujourd'hui, c'est à quel moment pourra-t-on renverser cette machine infernale ? Vous voyez, dans un autre livre, j'avais écrit une phrase, et dont je n'avais jamais pensé d'ailleurs qu'elle provoquerait autant de réactions positives. J'avais écrit que dans les organisations, le changement ne se produit pas quand il est souhaitable, il se produit quand il est possible. Eh bien, aujourd'hui, on n'a pas encore atteint ce momentum, comme diraient les anglo-saxons, dans lequel tout le monde est à la fois conscient d'où on en est arrivé et du fait qu'on est arrivé dans le mur, et où ça génère une profonde réaction qui permettra de renverser la vapeur. Donc la seule chose que moi je peux faire, c'est dire qu'est-ce que j'observe dans les organisations qui essayent de faire les choses différentes. Alors, sur ce sujet, d'ailleurs, je voudrais dire quelque chose qui n'est pas anodin. Quand je regarde les entreprises qui essayent d'obtenir le travail d'une façon différente, je les trouve principalement aux États-Unis. D'ailleurs, vous voyez, tout le monde se tourne vers les pays émergents parce que c'est les marchés du futur, mais en matière d'innovation organisationnelle, c'est plutôt vers les États-Unis qu'il faudrait se tourner. Alors, qu'est-ce que l'on voit apparaître comme notion ? Il y en a deux qui sont essentielles, sur lesquelles je voudrais m'arrêter un instant. Le premier, c'est le retour de la notion de confiance au travail, et le deuxième, c'est la notion de communauté d'intérêt. Alors, disons un mot du problème de la confiance. C'est très difficile en France de parler de la confiance. Comme l'avait très bien décrit en son temps Alain Perfit, la société française est une société de non-confiance, par opposition, par exemple, à la société américaine. Vous voyez, si vous vouliez en avoir une illustration pratique, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, je le suppose d'ailleurs, qui connaissent les États-Unis, mais voyez, moi, dans les 5 ans où j'ai vécu aux États-Unis, j'ai toujours été émerveillé que lorsque 2 rues se croisent, il y ait 4 stops. Et alors, ça surprend le français de base que je suis, mais simplement, le principe, c'est que tout le monde s'arrête, c'est le premier arrivé qui passe, le deuxième arrivé qui passe, essayez de faire ça au coin de la rue. Vous verrez ce qui se passera, c'est-à-dire la confiance dans le fait que les acteurs vont faire ce qui est prévu est forte aux États-Unis et relativement faible en France. Donc, la notion de confiance est une notion dans la société française qui devient rapidement une naïveté. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous dit « fais-moi confiance », vous vous demandez tout de suite ce qu'il vous cache, principalement. Donc, il faut effectivement se poser la question, qu'est-ce qui rend la confiance possible ? Ce qui rend la confiance possible, c'est l'éthique. Ah, voilà un grand mot quand on parle d'éthique. Oui, mais c'est quoi l'éthique ? Eh bien, l'éthique, ça n'est pas l'honnêteté, contrairement à ce que croient les entreprises rapidement, qui manient le vocabulaire à la volée, si on peut s'exprimer ainsi. Ce que l'on appelle l'éthique, la définition qu'en donnent les philosophes, puisqu'il faut se tourner vers les philosophes pour en trouver la définition, c'est l'acceptation de la réduction de l'incertitude de son comportement. Voilà qui est compliqué à dire. Qu'est-ce que ça veut dire accepter de réduire l'incertitude de son comportement ?
On va faire un peu de sociologie de base. Tout ce temps que nous sommes dans notre comportement quotidien, nous cherchons à être le plus incertain possible. Parce que plus nous sommes incertains, c'est-à-dire plus nous sommes imprévisibles, et moins ceux avec qui nous interagissons peuvent nous contrôler. Plus nous sommes incertains et plus nous gardons de marge de liberté. Sauf que si vous êtes incertain, c'est-à-dire si les autres ne savent pas du tout ce que vous allez faire, pas du tout où est la limite de ce que vous pouvez faire, eh bien, on ne peut pas vous faire confiance. Votre propre incertitude est la condition de votre liberté, mais elle empêche les autres de vous faire confiance. Je vais vous donner le référentiel d'un livre qui vous en dira beaucoup plus long que moi là-dessus. C'est le livre du malheureusement disparu Roland Barthes, qui est un linguiste. Vous lisez les fragments du discours amoureux et vous verrez ce que c'est que la culture de l'incertitude dans le comportement amoureux pour y garder une marge de liberté. Et ce qui veut donc dire que si l'on veut travailler en confiance, avoir une relation de confiance, il va falloir accepter de réduire l'incertitude de son comportement. Comment réduit-on l'incertitude du comportement ? En définissant dans la relation, qu'elle soit de travail ou ailleurs d'ailleurs, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et comment le définit-on ? On le définit par des règles du jeu. Les règles du jeu, c'est ce que moi j'oppose aux règles écrites, c'est effectivement la connaissance par les acteurs concernés de ce qui est admissible et de ce qui ne l'est pas dans leur relation et de la sanction qu'entraînera la transgression de ces règles du jeu. Permettez-moi brièvement d'en prendre un rapide exemple qui va vous faire sourire. Regardez la vie familiale. Regardez le père, la mère et les enfants. Enfin, nous ne sommes pas des naïfs. Entre un mari et une femme, je ne sais pas comment vous vivez, mais bon, entre un mari et une femme, le mari sait ce qui est acceptable pour sa femme et la femme sait ce qui est acceptable pour son mari. Ils n'en ont pas discuté forcément de façon ouverte, ils le sentent, ils le savent. De la même façon que pour les enfants savent ce qui est acceptable pour leurs parents et les parents savent ce qui est acceptable pour les enfants. C'est ça les règles du jeu et pourtant, je suis sûr que peu nombreux sont ceux d'entre vous dans cette salle qui ont affiché sur la porte d'entrée de l'appartement le process de la vie familiale. Voilà. Et pourtant, vous avez des règles du jeu qui vous permettent votre vie familiale harmonieuse et collective sans vous être cru pour ça obligé de générer un process en affichant le process global sur la porte d'entrée, le process d'utilisation de la salle de bain, le process d'utilisation de la cuisine, le process d'utilisation de la télé, etc. Si vous essayez de faire ça, vos mômes vont vous demander si vous n'êtes pas un peu fou. Et alors, ils vont vous demander ça dans la vie de famille, et bien dans l'entreprise, c'est pareil. Ceux qui subissent tout ça se demandent si ceux qui émettent ça ne sont pas un peu fous. C'est exactement la même chose. Donc, vous voyez que l'on peut parvenir à l'élaboration de règles du jeu sans que cela nécessite que tout soit écrit, que tout soit codifié, mais ça va être la condition pour que les acteurs se fassent confiance. Je vais vous en prendre un petit exemple pour vous montrer maintenant ce que ça donne dans l'entreprise. Il y a quelques années de ça, 2-3 ans, il y a 2 grosses entreprises que je ne citerai pas bien sûr, du secteur énergétique en France qui ont fusionné. L'une venait du secteur public, l'autre du secteur marchand. Et le PDG de la plus grosse des deux me demande de faire ce que l'on appelle pompeusement dans les entreprises un audit culturel, c'est-à-dire comparer les pratiques pour voir si la culture, comme on dit quand on en a plein à la bouche, différente de ces 2 organisations pouvait amener un échec de cette fusion. Soit. Donc, je regarde les pratiques de ces 2 organisations et je trouve un point de différence extraordinaire qui était lié à la relation à la décision. Dans l'entreprise A, celle qui venait du secteur public, quand une décision était prise, elle était relativement acceptée et elle était mise en œuvre. Système de discipline. Dans l'entreprise B, une décision constituait une bonne base de discussion. Si vous mettez les 2 ensemble, vous allez avoir des ennuis. Donc, j'avais dit à cette entreprise, attention, les premiers risques que vous avez, c'est au niveau de votre COMEX, parce que si vous mettez ensemble dans un COMEX des gens qui ont une pratique aussi différente de la décision, par définition, dès que vous aurez défini les territoires de chacun, puisqu'on se croit obligé de définir des territoires, l'entreprise A, les anciens de l'entreprise A vont les respecter, et les anciens de l'entreprise B vont essayer de bouffer le territoire des anciens de l'entreprise A.
Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Non pas définir les territoires de façon très précise, mais fixer les règles du jeu, du fonctionnement collectif, c'est-à-dire ce qui est acceptable et pas acceptable entre les membres du COMEX. Ce que d'ailleurs ils firent, et ça n'a pas trop mal marché. Donc, vous voyez, on peut essayer dans une organisation, celle qui pratique le mieux ça, c'est probablement, alors peut-être qu'elle est représentée ici, j'en sais rien d'ailleurs, c'est Cisco, du moins Cisco à l'intérieur, enfin moi je parle de Cisco aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'il en est pour Cisco en France. Et il y a un deuxième point sur lequel je voudrais essayer de terminer, qui est la création de communautés d'intérêt. Parce que vous voyez, aujourd'hui, comme j'ai essayé de vous le dire, on est passé à des organisations beaucoup plus basée sur la coopération qu'elle ne l'était précédemment. Et en même temps, la coopération est quelque chose de très dur. Donc, les acteurs y sont réticents. C'est pour ça que l'on met en place des systèmes coercitifs. La question qui se trouve posée, c'est est-ce que l'on ne peut pas trouver des modes collaboratifs qui ne seraient pas basés sur la coercition? Or, vous allez observer que quelquefois, même nos systèmes comptables sont contradictoires avec cela, puisque vous observerez que nous avons des systèmes, c'est d'ailleurs un paradoxe extraordinaire qui nous permet de relever tout ce qui est la segmentation de nos organisations, c'est que les systèmes comptables, ça relève d'une logique et la coopération d'une autre logique, et personne ne fait le lien entre les deux. Mais nos systèmes comptables sont basés sur le repérage de tout ce qui relève de l'individuel, c'est-à-dire le résultat des individus, le résultat de tel business unit, etc., etc. Eh bien, ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, qui dans certaines entreprises était déjà apparu depuis un moment, mais ce que l'on voit se généraliser de plus en plus, ce sont ces systèmes, je vais prendre un seul exemple, que l'on appelle du multiple counting, c'est-à-dire qui consiste à dire ne vous battez pas pour savoir si l'un a 20% du contrat, l'autre a 30% du contrat, l'autre a 10% du contrat, etc. Partons de l'idée que chacun a 100% du contrat, et donc non seulement vous avez intérêt à travailler ensemble, mais vous avez intérêt à amener le plus de gens autour de la table pour accroître la part du gâteau. Ici, vous sortez des jeux concurrentiels, durs, confrontationnel, comme on dirait chez L'Oréal, pour entrer dans des jeux gagnant-gagnant dans lesquels vous pouvez créer de la communauté d'intérêt au lieu de créer de l'absolue compétition d'intérêt. Qu'est-ce que l'on va tirer de tout cela? On va tirer de tout cela que si elles en restent où elles en sont aujourd'hui, nos entreprises sont mal parties. Et que finalement, elles vont avoir à souffrir beaucoup avant d'être capables d'inverser le mouvement coercitif qu'elles ont mis en place et qu'elles ne contrôlent plus. En même temps, ce que l'on peut observer, et il n'y a pas besoin d'aller simplement chez Cisco pour l'observer, ceux qui liront ce livre verront qu'un des exemples d'une situation et d'une relation de confiance les plus élaborés qui m'a été donné d'étudier, c'est par exemple la relation de la Poste avec ses facteurs, qui est un système d'une originalité extrême. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller dans la Silicon Valley, regarder fonctionner. Quand même, c'est le seul système, la Poste et les facteurs, dans laquelle, sans que personne ne moufte, on appelle le client celui qui ne paie pas. C'est un système absolument extraordinaire, puisqu'on appelle le client celui qui reçoit la lettre, alors que c'est justement celui qui ne paie pas. Celui qui paie, c'est celui qui envoie la lettre. Et de cette définition du client, je ne peux pas rentrer dans le détail, découle toute une relation de confiance qui est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, voilà, ça vous explique une chose, c'est qu'il y a, même si aujourd'hui nos entreprises vont dans le mur à travers ce que j'ai appelé le trio infernal, il y a moyen de faire différemment. La question, c'est d'arriver au moment où les entreprises se trouveront dans l'obligation de faire différemment, mais ça explique que le dernier mot de ce livre, c'est le mot espoir. Voilà, je vous remercie de votre attention.